Bonjour à tous, je suis Tini Doussand Ramirez, déléguée internationale chez BPI France pour la région Sud et je suis ravie de vous accueillir sur cet atelier du campus Asie. 15 pays d'Asie et du Pacifique, qui représentent plus d'un tiers du PIB mondial, ont signé le 15 novembre 2020 le plus important accord commercial de libre-échange qui n'ait jamais existé. Cet accord, qui s'appelle le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, pourrait générer plus de 160 milliards de dollars de gains pour les pays signataires. Pour autant, ce RCEP, ce n'est pas la panacée. Les membres n'ont pas encore ratifié cet accord, mais il existe d'autres solutions et d'autres accords de libre-échange sur la zone qui permettent d'exporter dans de bonnes conditions et notamment avec des droits de douane restreints. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour animer cet atelier d'avoir un expert avec moi, Michel Baugier, qui est le président des conseillers du commerce extérieur sur la zone Asie-Pacifique et qui vit depuis plus de 30 ans en Asie et qui va nous apporter son éclairage sur le sujet. Michel, the floor is yours. Merci Tini. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là ça va mieux. Avant de parler du RCEP, je vais vous narrer un événement qui s'est passé le 8 novembre 2017 de mémoire. Donald Trump s'est rendu à Pékin et il a serré la main de Xi Jinping. Pour les économistes et pour tous les analystes de la situation géopolitique dans le monde, ce jour-là, le 8 novembre, pour ceux qui sont familiers avec le Feng Shui, vous vous doutez que cette date n'a pas été choisie au hasard par Xi Jinping. Le 8 novembre est considéré comme la passation de pouvoir entre 150 ans de domination des États-Unis et les 50, 100 ou 150 ans de domination de la Chine à venir. Donc si vous vous posez la question pourquoi vous êtes aujourd'hui sur le forum Asie-Pacifique, sur ce cluster aujourd'hui, c'est parce que l'Asie, comme l'a dit Tini, représente la plus grosse partie des échanges mondiaux, 40% des classes moyennes et 50%, l'Asie-Pacifique en général, 50% de la population mondiale. Alors pour vous, les exportateurs, pour vous les fans de BPI France, il y a ce qu'on appelle des FTA, c'est-à-dire des Free Trade Agreements. Et dans ces Free Trade Agreements, il y en a un qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, qui s'appelle le RCEP. Le RCEP, on va passer rapidement parce que tout ça, vous pouvez le lire de partout. Le RCEP, c'est 30% du PIB mondial, 30% de la population mondiale et 28% des échanges commerciaux. Pour mémoriser, c'est 30, 30, 30. Je vois, il y en a qui prennent les photos. Je pourrais passer les slides après, soit Tini, soit moi. On pourra vous les donner, toutes ces slides. C'est à terme suppression de 90% des droits de douane. Ça sera bien sûr en stage, c'est-à-dire ça va se passer sur une période de 10 ans. Aujourd'hui, le problème, ça bénéficie à la Chine en priorité, à la Corée et au Japon qui n'avaient pas d'accord de FTA. Le problème aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un bémol, c'est que cet accord n'est pas ratifié. Parce que les conditions de ratification nécessitent qu'il y ait au moins 6 pays de l'ASEAN qui le ratifient, donc les procédures parlementaires, et 3 pays non ASEAN. Alors vous vous doutez bien que la Chine, c'est pas un pays. On appelle ça une démocrature. Moi j'appelle ça une société privée. Quand Xi Jinping dit on fait quelque chose, ça se passe dans la journée. Donc la Chine l'a ratifié, Singapour l'a ratifié, une autre démocrature. Les autres, ça risque de prendre un peu de temps et il va se passer probablement encore 6 à 8 mois avant que cet accord ne soit mis en vigueur. Alors cette slide, il y a beaucoup de dessins qui circulent sur le web. Celui-là, je le trouve simple et très précis, parce qu'il vous donne une idée de 3 communautés. D'abord la communauté ASEAN, les 10 pays de l'ASEAN, entre lesquels, je vais vous expliquer ensuite, il y a déjà des accords intra-ASEAN. Ensuite, vous avez le RCEP, l'accord dont on vient de parler et qui n'est pas encore entré en vigueur. Et ensuite, vous avez le CPTPP, qui n'existe pas encore véritablement, mais qui a fait beaucoup parler de lui, parce que la première décision de Trump quand il a été président, ça a été de se sortir du CPTPP. Donc pour moi, cette slide, elle permet de comprendre ce que j'appelle le maillage des accords de Free Trade Agreement en Asie-Pacifique.
Vous avez d'autres accords. Hein. Je vous ai expliqué déjà que le RCEP n'est pas encore ratifié. D'accord ? À ce jour, le Japon, la Chine, Singapour et la Thaïlande, mais les autres ne l'ont pas fait. Les autres ne l'ont pas fait. Vous avez d'autres accords. Vous avez des accords entre la communauté européenne et les pays de l'ASEAN, mais ce sont des accords bilatéraux. Là, on passe du multilatéralisme au bilatéralisme. Vous avez en Hongrie 2 accords un a été complètement annulé, c'est l'accord sur les investissements qui avait été annoncé le 21 décembre par la présidente de la CE et qui n'a jamais existé, tout simplement parce que le Parlement européen a voté contre. Vous avez le RCEP qui n'existe pas encore et le CTPP qui va bientôt arriver. Mais vous avez d'autres accords qui sont, pour vous, exportateurs, PME, TPE, qui sont beaucoup plus pratiques à mettre en œuvre. Hein. On va passer sur celle-là. Voilà. Vous avez à l'intérieur de l'Asie, vous avez des accords Chine avec ASEAN. Celui-là, il est important parce que c'est Chine avec 10 pays. Vous avez des accords Chine-Corée du Sud, Chine-Australie, Chine-Cambodge, Chine-Nouvelle-Zélande, Chine-Singapour et bientôt vous aurez un accord sur le Japon. Ensuite, vous avez des accords avec la communauté européenne. Donc là, je rentre plus dans le détail de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut que vous sachiez une chose, hein, c'est que la France, par exemple, n'a pas le droit de signer un accord commercial. Aucun membre n'a le droit de signer un accord commercial. L'accord commercial se décide au niveau du commissaire européen, et non pas des pays. Donc là, on n'a pas la main sur ces accords. Hein. Aujourd'hui, il y a un accord entre la communauté européenne, l'Australie, le Vietnam, Singapour, le Japon et la Corée du Sud. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait tout à l'heure ici, présent avec nous, il y a une demi-heure, on avait un des négociateurs de ces accords, qui est un avocat français qui habite au Vietnam, qui a permis de signer cet accord avec le Vietnam. Il aurait pu vous en parler en détail. Et en discussion, nous avons les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Inde et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Ces accords, ils sont importants, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une société exportatrice française. Vous pouvez rentrer vos produits dans un des pays qui a signé un accord communauté européenne avec le pays. Et vous pouvez, que ce soit des produits, des biens de consommation, ou que ce soit des produits industriels ou des produits semi-industriels, vous pouvez bénéficier, à condition qu'il y ait un montage ou une adaptation locale, vous pouvez bénéficier de ces accords. À partir de ce moment-là, vous devenez un produit local. Je vais vous citer un exemple. Une société que je peux citer parce qu'elle n'est plus française, c'est Lacoste. Lacoste, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la chemise dans un pays, ils font mettre le crocodile en Thaïlande, ils font mettre le col au Vietnam, ils font rajouter un décor. Et puis chaque fois, c'est considéré comme des produits locaux. Et Lacoste est la société qui a le mieux exploité ces accords de droits de douane, c'est que globalement, ils arrivent, en passant par 2 ou 3 pays, ils arrivent à rentrer en franchise de droits et taxes dans la totalité des pays Asie-Pacifique. Et c'est là que consiste l'astuce, c'est là qu'est l'astuce pour vous, entrepreneurs français. Donc ça, c'est très important, Michel, ce que tu viens de dire. Donc il y a des réelles opportunités créées par ces accords de libre-échange. Et donc tu conseilles aux entreprises qui nous écoutent de s'implanter, à minima d'assembler une partie, tout ou partie, voilà, pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Exactement. On parlait tout à l'heure avec Tini d'une société qui se trouve pas loin de Marseille, là où Tini travaille. On ne peut pas la citer parce que c'est confidentiel. C'est une société qui a un produit à la fois, je dirais, très simple en matière d'assemblage, mais un produit numérique également, avec des applications et du digital très important. Cette société est en train d'attaquer l'Asie avec nos conseils respectifs de BPI France et des CCE et les miens. Et on est en train de travailler avec cette société sur un assemblage à Singapour. Parce qu'à partir du moment, à Singapour ou Malaisie, on n'a pas décidé. Parce qu'à partir du moment où on pourra mettre une petite partie de la valeur du produit avec une origine asiatique, ensuite on va décliner la totalité des accords FTA dans tous les pays d'Asie-Pacifique. Et ça, c'est une astuce
peut-être plus facile pour les biens de consommation, mais également accessible aux produits industriels et semi-industriels. Et bien évidemment, en faisant ça, vous continuez à respecter certains critères de certains produits et offres BPI-France, notamment les sujets de part française, parce qu'en revanche, la R&D et l'ingénierie des projets restent bien faites par des ingénieurs français et par des techniciens français. Absolument, absolument. Donc voilà, ça c'est tous les accords. Donc en fait c'est un maillage. Hein. C'est pour ça que je reviens toujours sur cette slide. Parce qu'il faut que vous voyez globalement, il y a 22 à 24 pays en Asie-Pacifique. Donc vous pouvez trouver la porte d'entrée qui vous permettra d'y accéder, d'accéder de tous les côtés. Maintenant, il y a un autre domaine. Voilà, il y a un autre domaine qui s'appelle, vous l'appelez le e-commerce, vous l'appelez le digital, vous l'appelez le numérique. Je pense que vous me comprenez. Hein, ce sont tous les mots qui définissent cette technologie hors sol qui est en train aujourd'hui de prendre une part dominante dans les échanges commerciaux. Pour votre information, enfin moi j'ai travaillé, j'étais patron de Procter & Gamble partie luxe pour l'Asie-Pacifique pendant des années. À cette époque-là, on estimait, car il n'y a pas de statistiques officielles, on estimait que la part du e-commerce et du digital était à peu près de l'ordre de 10%. Aujourd'hui, on estime que c'est à 30%. Et avec le Covid qui perdure en Asie, parce que, mesdames et messieurs, vous entendez en France que tout va bien, et moi je me tue à répéter que tout va mal en Asie, parce que la totalité des pays sont fermés aujourd'hui, à part de quarantaines impossibles. Donc aujourd'hui, le e-commerce est une solution qui nous permet de continuer notre activité sans avoir à voyager, et qui permet à des tas de sociétés de réussir. Donc le e-commerce, c'est fondamental. 30% aujourd'hui, et à mon avis, dans les 5 ans qui viennent, ça va monter dans entre 40 et 50%. Et là, en e-commerce, on n'est plus soumis à des accords de FTA, mais on est soumis à ce que les gouvernements appellent pudiquement des regulations. Alors, les regulations... Tu nous expliques un petit peu ça ? Voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Cette charte-là définit dans ce domaine hors sol, je dirais dans ce paradigme virtuel qui touche au numérique, définit quelles sont les normes et les contraintes. Vous, en France, vous en connaissez une, c'est le RGPD. Le RGPD pour la protection des données personnelles. Il faut que vous sachiez que l'Europe aujourd'hui, sous la présidence du commissaire Michel Barnier, je ne fais pas de la politique, c'était à l'époque où il était commissaire européen, a permis, avec Barnier et Thierry Breton, ont développé ces outils qui s'appellent le General Data Protection Regulation, le Digital Service Act et le Digital Market Act, qui ont pour objet essentiellement de protéger la data. Bien avant ça, il y avait déjà le Cloud Act aux États-Unis, le Cloud Act qui était l'héritier de ce qu'on appelait à l'époque, parce que ça n'existe quasiment plus, le Patriot Act. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les datas d'une société américaine, même si ces datas sont situées hors du territoire américain, appartiennent aux États-Unis. Donc ça, c'est une barrière, je dirais, réglementaire qui est fondamentale quand vous travaillez dans le numérique. Et bien entendu, la Chine est arrivée. La Chine est arrivée avec un système qui s'appelle, je ne sais pas si c'est bien nommé ou mal nommé, qui s'appelle PIPO, qui a un triple objectif. Premièrement, c'est un objectif RGPD, c'est-à-dire la privatisation des données personnelles, le respect des données personnelles. Deuxième, c'est la possession de la data. Et le troisième, c'est le contrôle des individus, des citoyens chinois, qui sont bien sûr reliés avec des caméras, avec des autorisations. Si vous n'êtes pas un bon membre du Parti communiste, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque, vous ne pouvez pas scolariser vos enfants. Donc la Chine est allée beaucoup plus loin. Mais globalement, le but, ce n'est pas de parler trop de ce qui se passe en Chine aujourd'hui, mais c'est de vous dire que si vous êtes dans le domaine du numérique, vous devez vous élever, sortir des Free Trade Agreements et rentrer dans le domaine des régulations numériques. Et ça, c'est un tableau que j'actualise régulièrement
Je crois que je l'ai actualisé il y a 3 semaines, donc il est assez récent, mais ça bouge tous les jours. Encore une fois, les démocratures, les gens comme Xi Jinping, ils ne se grattent pas pour prendre une décision. Hein. Ils n'ont pas le Parlement, ils n'ont pas le Sénat, ils n'ont pas le Conseil d'État, ils n'ont pas la Cour de justice européenne, ils n'ont rien. Xi Jinping dit, le lendemain, c'est fait. Donc ça va très très vite, et c'est pareil à Singapour. Alors, pour conclure, et après je prendrai vos questions, si vous avez des questions dans la multiplicité de ces accords et dans la complexité de ce maillage, si vous avez des questions pour essayer de savoir sur votre produit quels sont les droits de douane qui sont applicables, je vous donne la solution, elle est là, ce n'est pas ma solution, c'est la communauté européenne a sorti un site qui est actualisé quotidiennement et qui vous donne, à partir du moment où vous avez le code HS de votre produit, qui vous donne immédiatement la solution sur les droits de douane applicables à vos produits, droits de douane, taxes et éventuellement sur les normes également. Voilà. Alors moi, Michel, juste avant qu'on passe la parole au public, j'ai quand même 2 petites questions qui me sont venues en t'écoutant. La première, alors ça c'est un petit peu en lien avec le dada du moment de BPI France et notre beau coq vert. Est-ce que le RCEP, quand il sera en vigueur, et puis malgré tous les autres accords de libre-échange, au-delà de la suppression ou de la diminution des droits de douane, aborde et traite le sujet de l'environnement et de l'écologie? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont prévues en Asie ou on est encore loin de tout ça? Alors, le RCEP a négligé, je reviens sur la slide, voilà, l'éco-responsabilité. Hein, voilà. A été négligé par cet accord qui s'appelle le RCEP. Également le droit des travailleurs, la protection des travailleurs, hein, le travail des enfants, le travail forcé pour les Ouïghours, enfin ce qui se passe à Myanmar, voilà, tout ça, ça a été négligé. Par contre, la solution viendra avec le CPTPP quand il sera en vigueur, qui lui reprendra tous ces chapitres qui ont été négligés par le RCEP. D'accord. Donc il y a quand même une petite lueur d'espoir sur ces sujets-là aussi, malgré tout. Voilà, il y a une lueur d'espoir, mais il y a également... c'est une slide qui ne concernait pas forcément ce panel, mais j'étais sur un autre panel ce matin. Bah, tu anticipes ma dernière question. C'est effectivement... Vas-y. Non, mais effectivement, voilà, sur les opportunités, en tout cas en termes de secteur d'activité... Oui, ce matin, on m'a demandé de traiter sur le forum Excellence les opportunités en Asie aujourd'hui dans le contexte du Covid, des restrictions de voyage et tout ça. Et vous voyez que en tête de chapitre, j'ai mis tout ce qui touche à l'éco-responsabilité ou à l'environnement. Hein. Aujourd'hui, toutes les filières de recyclage, les recyclages plastiques, le traitement des déchets, tout ça, c'est en tête de liste parce que même des gens qui... a priori pourraient s'en foutre un peu de tout ça comme la Chine, bah, ils sont obligés de rentrer dans les fourches codines de la COP, des COP, et ils sont obligés de montrer qu'ils vont faire des progrès en matière de déchets, en matière les centrales nucléaires, le charbon et toutes ces choses-là. Donc s'il y en a chez vous qui travaillent dans ces secteurs de l'environnement, c'est un des secteurs les plus porteurs en Asie, mais pas uniquement en Chine. Singapour, par exemple, a un problème de traitement des eaux, le Vietnam, et l'Indonésie et les Philippines, quand on pourrait y revenir, la Thaïlande. Donc tous les pays sont porteurs pour ces secteurs-là. Vous avez tout ce qui touche à la data et au digital. Comme je vous l'ai dit, on est passé de 10% à 30%. Donc tout ce qui touche à la data aujourd'hui est un secteur porteur. Vous avez toutes les infrastructures. Pour ceux qui connaissent les Philippines ou le Vietnam, je vois des amis là du Vietnam, je peux vous dire qu'il y a plus de voitures que de routes. Donc il faut construire des routes, il faut construire des ponts et il faut construire des immeubles. J'ai un ami associé qui est un des patrons d'une boîte qui fait des smart grids aux Philippines. Je peux vous dire que son business, c'est-à-dire l'économie d'énergie, la gestion des immeubles avec des process d'économie énergétique, c'est un truc qui marche d'une façon extraordinaire aujourd'hui, la smart grid. Le leader étant une société française qui s'appelle Schneider. Et puis bon, les véhicules, on ne va pas en parler, la cybersécurité et le gaming, mais moi, il y a un secteur
excusez mon langage et ma novlangue, mais je fais très BPI, il y a un secteur qui me fait kiffer, c'est le secteur du médical. Moi, si j'étais aujourd'hui, si j'avais la chance d'être médecin et si j'avais la chance d'être ophtalmo, je peux vous dire que je monterais des unités mobiles médicales, parce que les gens qui sont urbanisés, ils ont plus ou moins, selon les pays, accès aux soins. Mais les gens qui ne sont pas urbanisés, je pense aux 7000 îles en Indonésie, je pense aux îles des Philippines, je pense dans les coins reculés du Vietnam. Vous savez que le nombre de gens qui portent des lunettes au monde, le plus important, c'est en Asie. En Asie, dès qu'on dépasse les 55-60 ans et qu'on a une cataracte, pour se faire opérer, il faut se lever matin. Et si on pouvait créer des unités de chirurgie oculaire mobile, ou même de la médecine à distance pour que les gens en Inde, en Indonésie, dans tous ces pays-là puissent consulter à distance, comme je vois en France maintenant, quand on habite dans le 6e, on va même plus chez le médecin, on se fait une consultation à distance. Je peux vous dire que dans ces pays-là, ils en ont besoin. On va te mettre en relation avec les startups de la health tech qu'on suit chez BPI, parce qu'on en a 2 ou 3 qui sont sur ces sujets-là. Moi, je suis enthousiaste. J'ai un copain qui est ophtalmo, qui a beaucoup d'argent, et j'essaye de le convaincre de créer ça, mais bon, il est marseillais, il n'a pas envie de sortir. Mais voilà, le médical, c'est un secteur vraiment porteur. Merci Michel. Est-ce que dans la salle, vous auriez des questions à poser à Michel? Profitez-en. Alors, vous me dites et je retransmets. Je voulais savoir, selon lui, est-ce que les affrontements diplomatiques et sécuritaires pourraient être un réel frein à la signature du contrat, parce que c'est pas encore signé, il y a des affrontements entre toutes les pays, que ce soit Australie, Chine, Malaisie. Tu as entendu la question, on va la reposer pour tout le monde. Est-ce que les affrontements actuels qu'il y a entre les différents pays de la zone, notamment d'un point de vue diplomatique, pourraient mettre un frein à l'aboutissement du RCEP? J'ai bien retranscrit, c'était ça? Alors, moi, personnellement, c'est un avis personnel, je ne crois pas au bruit de bottes dans l'immédiat. Il y a même eu un article hier soir, je crois, dans les Échos, ou dans le Figaro, ou dans le Monde, de quelqu'un qui dit je ne pense pas que la Chine va attaquer Taïwan, même s'ils ont fait voler 152 bombardiers la semaine dernière. Je ne pense pas que la Chine va attaquer Taïwan. Aujourd'hui, ils ne sont pas en position de force. Je ne pense pas non plus que la situation de Naval Group avec les sous-marins, et en tant que président des CCE, j'ai eu beaucoup de conférences la semaine dernière avec l'Australie pour apporter à nos contacts du gouvernement les bonnes informations. Je ne pense pas que ça va détériorer la situation commerciale dans l'immédiat. La seule chose qui pourrait vraiment détériorer la situation française, c'est si la Nouvelle-Calédonie vote pour l'indépendance en décembre, parce que ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie va passer sous la domination de la Chine, et donc que les eaux territoriales et la zone prioritaire géographique navale va être utilisée par les Chinois. Et ça va être compliqué. En dehors de ça, moi je pense que les accords vont être mis en œuvre et vont être utiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous poussés par la Chine. Et la Chine, dans le cadre de ce qu'on appelle la Belt Road Initiative, veut de toute façon baisser les droits de douane et ouvrir son pays et le monde entier au commerce, parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont plus forts. Et de fait, ils sont plus forts que nous aujourd'hui. Ils sont plus forts que nous, puisque la Chine reste l'usine du monde. Donc je pense que ces accords vont entrer en vigueur, que ça soit le RCEP, que ça soit le CPTPP. Il y a 2 choses qui me font un peu souci, comme on dit à Marseille. La première, c'est que l'Inde n'est pas très chaude pour participer. Et l'Inde, c'est quand même une puissance considérable, un pays de taille. Ce seraient les grands perdants alors dans l'histoire ou... Peut-être pas. On ne sait pas quelle va être la position de l'Inde. Et le deuxième qui me faisait souci, j'ai oublié ce que c'était. J'avais un autre souci qui me reviendra plus tard. Mais bon, je pense que ces accords vont entrer en vigueur. Et donc pour vous, encore une fois, exportateurs français, il faut que vous surveillez, parce que ça va très vite. La Chine, voilà. Le deuxième chose qui me fait souci, c'est que l'Europe n'est pas dans ces accords.
parce qu'on est sous la coupe de l'Europe et que l'Europe, les décisions sont prises par un Parlement et que le Parlement européen est fondamentalement, parce qu'il y a une domination des Verts et de la gauche, je ne fais pas de politique, hein, je vous décris la photo, il y a une domination des Verts et de la gauche qui disent nous on ne signera jamais avec l'Asie, la Chine c'est des fachos, tel pays c'est des malades, donc l'Europe dit non à tout, globalement, les accords internationaux. Et ça c'est un véritable souci. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est obligé de passer en bilatéral au lieu de multilatéral. Hein. Mais je pense que ces accords vont entrer en vigueur. Surveillez surtout, surveillez bien ce qui se passe au niveau des accords, surveillez bien ce qui se passe au niveau de la réglementation du numérique, parce que ça change tous les jours en ce moment. Tous les jours. Hein. C'est vraiment, il faut suivre cette actualité au quotidien. Hein. Et pour vous, exportateurs, comme je vous l'ai dit en introduction, l'Asie, c'est la croissance du monde dans les 100 ans à venir. Le Covid, c'est un épiphénomène. Rien ne sera plus comme avant, mais ça deviendra, on en parlera dans quelques années, comme on parlait de la grippe espagnole au siècle dernier. Ça sera un épiphénomène. Ça nous oblige à nous structurer, ça nous oblige à apprendre à travailler différemment. Mais l'Asie reste un secteur porteur. N'oubliez pas également, et je voudrais rendre hommage à BPI France, n'oubliez pas que il s'est passé en France quelque chose d'extraordinaire il y a quelques années, c'est le jour où le gouvernement a créé BPI France. Parce qu'on avait tous les outils d'information, on avait Business France, on avait les chambres de commerce, on avait les CCE, mais on n'avait pas ce bras armé du financement qui n'existait pas à l'époque. Et aujourd'hui, je peux vous dire, pour travailler avec BPI France, pour avoir monté des dossiers avec eux, je peux vous dire qu'ils ont aidé des centaines et des centaines de sociétés, que ça soit en equity ou que ça soit en support avec des assurances prospection et des choses comme ça. Ils ont fait des choses extraordinaires pour l'exportation. Donc je suis effectivement, si je suis là, je suis dans le fan club de BPI France, mais je peux vous dire que c'est pas de la théorie. J'habite depuis 30 ans en Asie et je les vois, ces dossiers, quasiment tous les jours. Merci Michel. Est-ce qu'il y a on a le temps de prendre une dernière question, si quelqu'un en a une? Non, bah écoutez, merci pour votre présence et votre attention. Alors, si vous voulez les slides, vous contactez quelqu'un de BPI France, les deux... Lucille et Elodie qui gèrent le campus. Elles ont mes slides et ces slides sont à votre disposition. Hein. Voilà, donc vous pouvez avoir tout ça sur votre ordinateur très rapidement. Merci.